Nous avions fait une tier list avant le début de la Coupe du Monde 2026 sur les performances escomptées des joueurs de l'équipe de France, bien évidemment. On va refaire une tier list, mais cette fois pour le bilan du Mondial 2026. Salut tout le monde, c'est TMF. Et vous le voyez, on va trier les joueurs français à travers 5 plus une grande catégorie. GOAT, il n'y a qu'une place pour le fauteuil du GOAT. C'est le joueur français qui, à mon goût, a le plus réussi cette Coupe du Monde 2026. Ensuite, on mettra les joueurs que je juge excellents, c'est-à-dire des joueurs qui auraient quasiment pu prétendre à la place suprême, mais qui se retrouvent quand même être en dessous, parce qu'au final, il ne peut y avoir qu'un GOAT de cette équipe de France. Les joueurs qui en sortent gagnants, et là, c'est intéressant, parce que je tiens à préciser que c'est un critère qui est relatif, c'est-à-dire que tu peux être un joueur relativement peu important ou dont on n'attendait strictement rien, qui fait une Coupe du Monde bonne mais pas non plus sensationnelle, mais t'en sors gagnant. Alors que si on avait des attentes absolument énormes autour de toi et que tu fais une Coupe du Monde ok, ben là, à contrario, on pourra pas dire que t'en sors gagnant. Je pense que vous avez saisi la logique. Il y aura les joueurs que je mettrai en mitigé, c'est-à-dire qu'on les mettra pas dans les joueurs qui en sortent perdants, mais dire qu'ils en sortent gagnants, ce serait un petit peu abusé parce qu'il y a quand même un peu trop de points de reproche, donc les sortes perdants évoqués, et les figurants qui correspondent à la catégorie ne vont pas assez jouer que j'avais au début de la Coupe du Monde 2026, et ce sera là pour évacuer certains joueurs. Ça veut pas dire qu'on n'aura rien à en dire, et finalement il y a des joueurs qu'on pourra mettre en sorte perdants mais qui ont été figurants, et des joueurs qui ont été en figurant et qu'on laissera en figurant, parce que finalement tu peux sortir perdant de cette Coupe du Monde 2026 parce que tu as été un figurant, mais tu peux également être un figurant et pas spécialement en sortir perdant. C'est encore une fois juste par rapport à l'aune des attentes que tu avais vis-à-vis de ce joueur. Et on va commencer avec un joueur polémique, Ryan Cherki. Alors pourquoi je parle de joueur polémique pour Ryan Cherki? Eh bien tout simplement parce que vous l'avez sûrement suivi, mais depuis la fin de la Coupe du Monde 2026, on a eu beaucoup de news, beaucoup de rumeurs, beaucoup entre guillemets d'informations qui sont sorties sur Cherki. Si je reprends un petit peu le récit global qu'on a depuis la fin de la Coupe du Monde, c'est que c'est un mec qui aurait été dans un état d'esprit positif et rafraîchissant au début du mondial et qui aurait énormément apporté à l'ambiance des Bleus, mais qu'au fur et à mesure, il aurait été de moins en moins supporté. Il aurait également été un petit peu moins dans l'esprit de groupe et serait tourné de sorte à ce que ça devienne un petit sujet. De mon côté, je vais pas forcément énormément m'attarder là-dessus, parce que finalement, on en fait un peu l'alpha et l'oméga de l'analyse post-mondiale de cette équipe de France de Ryan Cherki. Sauf que Ryan Cherki, c'est pas un joueur important pour l'équipe de France. Il a joué 7 matchs, mais il a eu qu'une titularisation face à l'Angleterre, qui était évidemment un match où tu avais déjà plus d'espoir pour la compétition. On aura chacun un jugement différent sur le mondial de Cherki, je vais vous donner le mien, mais il y a une chose qui est sûre et qui prête pas trop à interprétation, c'est que cette équipe de France, c'est pas celle de Ryan Cherki. C'est qu'au bout d'un moment, moi je comprends pas que les sujets ils se focalisent sur Cherki alors que c'est un joueur anecdotique pour cette Coupe du Monde 2026. Cherki n'aurait pas pu devenir le joueur numéro 1 de la France au cours de ce mondial. Que Cherki fasse une bonne ou une mauvaise Coupe du Monde, finalement, c'est pas ça qui va changer le visage des Bleus. Donc au moment où on a les grands bilans et qu'on a 1001 articles sur Ryan Cherki, waouh, c'est pas pour dédouaner Cherki, vous savez que je l'aime beaucoup, c'est pas pour l'accabler non plus, c'est juste, je le dis sans méchanceté aucune, on s'en fout de Cherki en fait. Alors je vais quand même mettre non pas Cherki en figurant, mais en sort perdant. Pour moi, il fait partie des joueurs qui sortent perdants de cette Coupe du Monde 2026, parce que j'en attendais quand même un petit peu plus, et je suis persuadé que Deschamps aussi. C'est le premier remplaçant de Michael Olise, c'est un joueur qui a régulièrement des entrées, c'est un joueur qui était également attendu comme un élément qu'il pouvait apporter pour l'équipe de France pour le futur. On sentait tous que ça allait être un peu tendu pour cette Coupe du Monde 2026, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en place et peut-être pas la place pour lui. Moi, je l'avais mis dans les joueurs où je me disais lors de ma première tier list qu'il va pas jouer assez à mon goût et que ça va me frustrer. Et en fait, pourquoi je le mets en sort perdant? Pas parce que j'ai été frustré par Cherki, mais pas parce qu'il jouait pas assez. J'ai été frustré par Cherki parce que il n'a pas été bon en fait. Il a aucun but, aucune passe décisive, mais à la limite, ça j'ai envie de dire, c'est pas dramatique. Il aurait pu faire une compétition intéressante malgré tout, mais c'est surtout que ses entrées, elles étaient pas au niveau, et que finalement, on peut pas dire que Didier Deschamps lui ait pas donné sa chance. Évidemment, il aurait pas gagné une place de titulaire quoi qu'il en soit,
Mais j'attendais de Cherki des entrées intéressantes, j'attendais de Cherki un joueur pertinent pour l'équipe de France et il en ressort finalement un élément où ses entrées ont été extrêmement frustrantes et où je me dis ah va falloir remarquer des points sous ZZ parce que c'est pas sous la fin de mandat de Didier Deschamps que tu as montré que t'incarnais l'avenir mon cher Ryan Cherki. Le chemin il va être encore extrêmement long, donc pour moi par rapport au statut qu'il avait au tout début du mondial, bah, c'est quand même un joueur qui sort un peu perdant et tu te rends compte que s'il a fait une très très bonne saison du côté de Manchester City, quasiment 3000 minutes de jeu, 16 assists, 10 buts, un des meilleurs créateurs de Première Ligue. Ben, en équipe de France, ça le fait pas encore, hein. Passons désormais à Bradley Barcola. Alors Barcola, c'est un joueur assez particulier à évaluer parce que finalement, il a une Coupe du Monde où il a 8 matchs, 4 titularisations, et il y a eu beaucoup de discussions comme quoi il se partage le temps de jeu avec Désiré Doué, etc. 48 minutes par match. Moi, je vais quand même le mettre dans les joueurs qui en sortent gagnants. Je le mets dans les joueurs qui en sortent gagnants, Bradley Barcola, parce que je ne sais pas quelle opinion vous aviez sur Barcola, mais si de mon côté je le jugeais vraiment positif dans le système Didier Deschamps, comme un joueur qui pouvait tirer son épingle du jeu, bah faut quand même avouer que dans la starification, dans le statut, c'est quand même un joueur qui est sous Dembélé, c'est quand même un joueur qui est sous Mbappé, c'est quand même un joueur qui est sous Olysée, c'est quand même un joueur qui est sous Désiré Doué. Il est donc cinquième dans la hiérarchie des attaquants français, quand même devant Ryan Cherki parce qu'il a éprouvé plus en équipe de France. Et je trouve quand même qu'il arrive à être plus titulaire que Désiré Doué. C'est un joueur qui est courtisé au cours du mercato estival, on le sait, et c'est un joueur qui ressort avec finalement une saison que je trouve vraiment satisfaisante d'un point de vue international. Il a fait des matchs où il a vraiment prouvé son utilité. Il y a 3 buts qui ont été inscrits, il y a une passe décisive qui a été claquée, il y a surtout un sens dans sa complémentarité avec Mbappé, avec Olysée. Donc je trouve vraiment que c'est un joueur où tu te dis 23 ans, donc il est tout jeune, parce que je parlais de l'avenir pour Cherki. Cherki, il a 22 ans, hein. Barcola, il n'est pas plus vieux finalement, d'une année, mais c'est pas énorme. Et je me dis, ok, Bradley Barcola, 23 ans, bientôt 24, c'est quand même un joueur qui aujourd'hui a marqué des points et va compter pour l'avenir de l'équipe de France. Ousmane Dembélé. On le met où le Ousmane Dembélé? Joueur particulier, parce que Ousmane Dembélé, vous connaissez l'histoire. Dembélé, joueur absolument formidable, hein. Je pense que personne n'ira critiquer ce qu'il fait du côté du Paris Saint-Germain. Joueur qui nous ressort une très grande saison de Champions League, 13 matchs, moins de 10 matchs en termes de temps de jeu, hein, parce qu'il a moins de 900 minutes, 8 buts, 2 assists, c'est pareil, en Ligue 1, il n'a pas un temps de jeu phénoménal, mais il est d'une efficacité redoutable. Joueur de la saison de notre Ligue 1 McDonald's, si je ne dis pas de bêtises. Donc saison club formidable, mais l'enjeu pour Dembélé, c'était est-ce qu'on va avoir le même Dembélé en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain, parce que jusqu'à présent, on n'avait jamais eu le même. Il y a un positionnement qui est sur la droite pour Ousmane Dembélé. Il y a des interrogations par rapport à Michael Olysée, il y a des interrogations par rapport à Kylian Mbappé. Il y a quand même 6 buts dans cette titularisation, c'est pas mal. Il y a 2 passes décisives. On va pas juger ça entièrement sous le prisme des statistiques parce qu'on sait que les adversaires des Bleus n'ont pas toujours été absolument formidables. Mais en attendant, moi Dembélé, aussi surprenant soit-il, je le mets en sort gagnant. Alors c'est pas un grand sort gagnant, c'est un moins grand sort gagnant que Barcola, et d'ailleurs je vais essayer de les hiérarchiser. Si je mets Dembélé devant Barcola, ça veut dire que je considère qu'il est plus gagnant que Barcola, mais non, je vais laisser Barcola devant. Je mets petit sort gagnant parce qu'en fait, ce serait mitigé si on prenait simplement Ousmane Dembélé par rapport au joueur qu'il est au Paris Saint-Germain, mais je mets qu'il en sort gagnant parce que moi, j'étais de plus en plus dans l'idée que de toute façon, le Dembélé du Paris Saint-Germain, on ne l'aurait jamais en équipe de France. Alors je dis pas qu'on l'a pleinement vu au cours de cette Coupe du Monde 2026, mais en fait, il a quand même reculé un petit peu la crainte qu'on avait de le voir même pas titulaire dans cette équipe. Je trouve que, ok, on n'aura peut-être jamais la meilleure version d'Ousmane Dembélé dans ces conditions en bleu, mais au moment de faire les comptes et de se demander est-ce qu'il doit être titulaire ou pas, Deschamps l'a titularisé. Il a quand même été au rendez-vous. Il fait quand même une Coupe du Monde intéressante. Donc évidemment, il n'a pas non plus été à la hauteur des attentes, hein. Dembélé, c'est un mec, tu vois ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, t'attends à ce qu'il soit GOAT ou excellent. Je le mets qu'au fond pour le moment de sort gagnant parce que c'est pas non plus un mondial parfait, mais j'avais un petit peu peur
je trouve quand même qu'il s'en sort pas trop mal. Parlons d'Upamecano, et là je vais pas faire de suspense, je le mets en GOAT. Je le mets en GOAT Upamecano, parce qu'en fait quand on regarde la charnière en équipe de France, Saliba est vraiment attendu comme le patron. Il se trouve que Saliba a eu ses soucis de dos, donc il n'a pas pu incarner le rôle de patron. Il a quand même joué, Saliba, on y reviendra, mais du coup, il a accompagné un joueur qui était attendu au tournant, c'est Upamecano. Upamecano, à une époque, il y avait le sujet avec Konaté, il y avait également le sujet Konaté-Saliba, mais vous voyez ce que je veux dire? On a quand même eu toute une période de l'équipe de France où on avait 3 centraux de très grande qualité et où ça pouvait faire match. Bon, ben Upamecano, il a plié le match en fait. Le mondial d'Upamecano est absolument formidable. Alors, on pourra toujours trouver des petits moments où il n'a pas été exceptionnel, ou durant 10 minutes dans un match, il n'a pas été pleinement convaincant. Mais honnêtement, on n'est pas là pour faire les pisse froid. Il y a suffisamment de joueurs que je vais critiquer au cours de cette Coupe du Monde 2026. Il y a suffisamment de bilans un petit peu mitigés pour que du côté d'Upamecano, on arrête de nuancer les choses. C'est un mec qui s'est imposé comme patron de la défense. C'est un mec qui ne sort pas un seul mauvais match et c'est un mec qui sort quasiment que des bons matchs en fait. Quand je disais qu'il avait eu des petites périodes un peu moins bien, c'est au sein d'un match. Et donc en fait, avoir un joueur de cette régularité et de cette qualité, c'est exceptionnel. J'ai cru voir passer une stat comme quoi c'était le meilleur récupérateur, mais je vais pas me baser là-dessus. On s'en fout des stats finalement. Ce qui compte, c'est l'impression visuelle. Et j'ai trouvé que c'était un joueur qui a évolué très haut, vous le voyez à sa hitmap, mais qui a su prendre le jeu à son compte, qui a su prendre ses responsabilités à la relance, qui a été extrêmement rassurant dans absolument tous les domaines, que ce soit quand on se faisait prendre par des attaquants un peu rapides, quand ce soit quand fallait plus aller au duel physique. Mondial ultra complet, mondial de patron, ou pas mécano, on dit juste bravo monsieur. Pour moi, il fait un mondial parfait. Notre joueur de taekwondo préféré, Lucas Digne. Alors, évidemment, je vanne, je le mets en mitigé. Je mets en mitigé Lucas Digne parce que Lucas Digne, c'est un peu particulier. On reviendra sur Théo Hernandez. J'espère que pour une fois, je vais pas le confondre sur la vignette des joueurs avec Lucas Hernandez. Vous savez qu'à chaque vidéo tier list où il y a des Français, je me fais avoir. J'ai les images petites, je précise, c'est pour ça. Lucas Digne, son mondial, c'est 5 titularisations, 6 matchs auxquels il a participé. Un match qui a été compliqué face à l'Espagne, mais moi, c'est ce que je dis toujours. Si je considère que il y avait bel et bien un penalty, après je ne veux pas relancer des débats là-dessus, j'ai quand même du mal à charger particulièrement Lucas Digne par rapport à comment se déroule l'action. Donc c'est pas là-dessus où finalement j'ai ma réserve sur Lucas Digne, c'est plutôt sur le fait que c'est un joueur qui, à mon sens, est là par défaut. Quand beaucoup de gens annonçaient que c'était un braquage au Paris Saint-Germain pour 12 millions d'euros, je vous rappelle ma position, c'est que moi je trouve que c'est une très bonne recrue pour le PSG en tant que remplaçant, mais que le joueur il a 33 ans, donc non, c'est pas un braquage à ce prix-là. Il y avait des gens qui mettaient en avant le fait qu'il était titulaire avec l'équipe de France, mais on se calme, hein. Lucas Digne il est titulaire avec l'équipe de France parce que la concurrence est nulle. Il serait en Espagne, il serait en face Cucurella, évidemment on n'aurait pas Lucas Digne titulaire. Et en fait je trouve que durant ces matchs, il a été ok, il a été digne. Voilà, désolé, je dis pas ça pour la blague et à chaque fois je me fais avoir, mais il a sorti des prestations qui étaient plutôt satisfaisantes mais qui n'ont jamais été exceptionnelles. Et je vais même vous dire un truc, on parlait du Dembélé Club et du Dembélé sélection. Ben moi, Lucas Digne, je l'ai largement préféré en club. Alors, il n'a pas des super notes SofaScore, vous fiez pas à ça. Regardez les matchs, faites-vous votre propre avis. Mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai vraiment trouvé que Lucas Digne était un joueur extrêmement intéressant du côté de la Première Ligue et du côté de l'Europe avec Aston Villa. Et je trouve qu'en équipe de France, il était sous son niveau. Donc je vais pas l'applaudir pour être sous son niveau club, et en plus je pense pas qu'il ait des incompatibilités majeures de jeu comme Dembélé, où tu sais que tu peux pas l'avoir dans les conditions idoines en équipe de France. Donc moi j'en sors un peu mitigé, vainqueur par KO, vainqueur sur tapis vert en fait. Bon, alors je le dis d'avance, tac, tac, Risser et Samba, je les mets tous les deux dans les figurants. Il n'y a rien à dire, ils n'ont pas joué, merci, au revoir. On va pas épiloguer sur les débats. Et on a le cas du Kicks, Kylian Mbappé. Le général Mbappé, je le mets en excellent.
Je le mets en excellent. Alors, je le mets pas en GOAT. Parce que je l'ai dit, le GOAT, il peut y en avoir qu'un. Et s'il peut y en avoir qu'un, moi, c'est Upamecano que je mets parce qu'il est vraiment parfait au cours de sa Coupe du Monde. Mais Mbappé, il est franchement pas loin. Alors, certains diraient meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde sur une édition, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, 8 matchs, 10 buts, 4 passes décisives. C'est même pas pour ça que je mets Mbappé. Alors évidemment, hein, tu colles 10 buts dans une Coupe du Monde, tu dis bravo, hein. Je dis bravo à Kylian Mbappé pour ça. Mais en fait, moi, ce qui fait vraiment que j'ai apprécié le mondial de Kylian Mbappé et que je le mets vraiment très très haut dans l'excellent, c'est le fait que le Kicks a un peu fait ce contre quoi on le critiquait. Il y a toujours des gens qui vont critiquer Mbappé. D'ailleurs, j'avais fait un tweet là-dessus. Sitôt la finale perdue, la demi-finale perdue contre l'Espagne, il y avait des commentaires en mode et voilà, Kylian Mbappé décevant, etc. Waouh, les vestes auront pas mis longtemps à se retourner. Et il y a des arguments en mode Kylian Mbappé, encore une fois, meilleur buteur, mais son équipe gagne pas. Ouais, non, mais la situation est pas du tout la même qu'au Real Madrid. À la limite, durant le match face au Sénégal, il y avait un peu ce côté. On avait été assez critique avec Yann quand vous avez fait le débrief de la rencontre, parce qu'on avait trouvé Mbappé extrêmement efficace, mais on ne l'avait pas trouvé toujours dans le sens du jeu collectivement, etc. Par la suite, durant cette Coupe du Monde. Ce qui fait que j'ai juste envie de dire bravo au général, c'est que Mobutu, il se met dans le sens du jeu, il fait les efforts défensifs, il prend les bonnes décisions quand il faut, il cherche pas trop à avoir le ballon dans les pieds. Il y a là aussi, comme Upamecano, des phases où évidemment il est critiquable qu'il y ait Mbappé, mais ça a vraiment été le leader que j'attendais qu'il soit pour l'équipe de France et c'est un joueur que j'avais même assez peu d'espoir de voir à ce niveau-là. Et je dis avec d'autant plus de facilité que moi j'avais dit que Mbappé ferait une grande Coupe du Monde. J'en étais persuadé. Mais j'étais pas persuadé qu'il ferait une grande Coupe du Monde de cette façon-là. Et c'est ça que j'apprécie, c'est ça que j'ai envie de saluer. Donc voilà, Kylian Mbappé, toujours au rendez-vous, quoi qu'on en dise. J'ai juste envie de dire bravo monsieur. Magnès Akliouche, figurant. Alors je précise, je mets pas de hiérarchie dans les figurants. Hein. Mateta, figurant aussi. Chouameni sort perdant. Chouameni, je trouve qu'il sort perdant. Je sais pas comment le dire autrement. Chouamini, ça a longtemps été quand on avait une période d'hésitation en équipe de France où tu savais pas trop qui mettre au milieu de terrain, ta valeur sûre. Moi, je revois des débriefs de trêve internationale que je vous faisais où je vous disais que le grand gagnant était Chouamini. C'était un avis qui portait pas trop à débat, tout le monde était d'accord. Et en fait, c'était ouais un peu la valeur sûre de notre équipe de France au milieu. Et aujourd'hui, bah en fait, bon bah déjà diminué, hein, il fait que 4 matchs. Mais la grande faillite, ça a été face à l'Espagne, en fait. Et on peut dire ce qu'on veut, que c'est dur de juger le mondial d'un joueur sur un match, ce qui est vrai. Mais quand même, il y a un match qui est plus important que les autres. On va pas le nier. On attendait Chouameni face au milieu espagnol, et j'ai trouvé que Chouameni, au cours de cette rencontre, était vraiment dépassé et relativement peu utile. J'ai envie de dire qu'il a été aussi victime du système Deschamps, parce que finalement, au milieu de terrain, tu l'as mis parce que Deschamps était un peu conservateur, qui t'apportait peut-être un peu plus de garantie. Mais en fait, en termes de jeu, tu avais rien à proposer. Donc Chouamini était un petit peu un joueur dont t'exacerbait la stérilité, si j'ai envie de dire. Mais je trouve que au cours de ce mondial, finalement, bah, c'est pas le milieu de terrain qui m'a le plus convaincu. Il y a que 2 places au milieu de terrain et vous le verrez, il y a 2 milieux de terrain qui, à mon sens, sortent mieux de ce mondial que Chouamini. Donc par définition, s'il y a 2 milieux de terrain qui s'en sortent mieux que Chouamini dans un milieu de terrain où tu as 2 places, bah, je le mets pas gagnant. Et justement, transition avec Manu Koné, il en sort gagnant. Manu Koné, c'est assez particulier parce qu'il en sort gagnant alors qu'il n'a pas beaucoup joué. Manu Koné, si on regarde, 4 titularisations, 5 apparitions pour un joueur qui en sort gagnant, on pourrait imaginer que c'est un joueur qui a tout le temps été titulaire, par exemple. Non, mais en fait, Manu Koné, je crois que c'est contre le Maroc, où c'est quasiment le meilleur joueur, pour pas dire le meilleur.
Il n'est pas titulaire par la suite avec l'Espagne, mais en fait, il fait un mondial où il est vraiment très très fort, où il dépose sa carte de visite d'ailleurs pour un mercato estival qui risque d'être assez agité. Hein. Il partira de la Roma, il est annoncé convoité par Manchester United, il me semble, avec beaucoup d'insistance. Mais à mon avis, il y aura beaucoup de clubs de PL sur le dossier. Il avait été associé au PSG aussi à un moment, mais ta place au milieu du PSG, elle est compliquée à trouver. Je trouve que c'est un joueur qui vraiment a été excellent. Alors, pas de but, pas de passe décisive. Pour un joueur qui joue aussi haut, ça peut être un sujet. Mais il a vraiment apporté du rythme, de l'intensité. Il était à peu près partout dans cette équipe de France. Donc non, franchement, c'est un joueur qui, d'ailleurs, en sort gagnant, je vais même le mettre, j'avais dit que je faisais la petite hiérarchie. Tac, je le mets devant Barcola. Et d'ailleurs, c'est pareil, Cherki, il sort encore plus perdant que Tchouaméni à mon goût. Je le mets vraiment dans le haut du haut des sorts gagnants parce que Koné sort vraiment très très bon. Marcus Thuram, figurant, j'aurais limite pu le mettre en sort perdant parce que finalement, un Marcus Thuram, où est-il? Marcus Thuram, tac. Tu pourrais attendre un peu mieux que cette Coupe du Monde où, voilà, il a joué 1 minute. Il est censé pouvoir jouer un peu plus, mais franchement, c'est un non-sujet. Et cette fois, je vais pas me planter. Lucas Hernandez, évidemment, figurant aussi. N'Golo Kanté, figurant aussi. Parce que franchement, il a rien fait. Adrien Rabiot, excellent. Juste derrière le Kicks, je vous avais fait une vidéo en disant que c'était sans doute le joueur le plus sous-coté de l'équipe de France ou le joueur indispensable dont on parle pas. Je sais plus comment j'avais tourné la vidéo, j'avais même flouté sa tête sur la vignette pour pas qu'on devine que j'avais parlé d'Adrien Rabiot. Mais moi, je suis persuadé qu'Adrien Rabiot est l'incarnation de l'équipe de France de Didier Deschamps pour le meilleur comme pour le pire. Mais Rabiot, il a fait un mondial absolument excellent. Alors, il y a sa finale, où je regrette le carton jaune qui prend un peu trop rapide. Enfin, sa demi-finale. Waouh, faut que j'arrête ce lapsus, hein. Il pue le somme. Où il prend le carton jaune rapidement, ce qui l'oblige à sortir à la mi-temps. Un choix qui a été critiqué. Beaucoup ont critiqué Didier Deschamps là-dessus. Après, Rabiot lui-même, il me semble, a dit qu'il ne voulait plus jouer son football. Moi, je comprends la décision, mais en tout cas, pour en revenir au cas précis de Rabiot, c'est un joueur qui a été omniprésent. C'est un joueur qui a eu également beaucoup de chevauchées progressives où il a porté le ballon, où il a apporté de l'enjeu, où il a fait du surnombre. Et c'est pas évident dans ce côté gauche, là où tu avais soit Désiré Doué, soit Barcola. Évidemment Mbappé qui dézonnait beaucoup, Michael Olise qui avait une certaine zone d'influence ici. Tactiquement, c'est pas simple de se placer en équipe de France ici. Mais en fait, Rabiot, j'ai trouvé qu'à la fois avec ballon, à la fois sans ballon, c'était un joueur vraiment excellent. Et c'est toujours la même chose avec Rabiot. Rabiot, il a 31 ans. Juillet, mars, avril, oui, il a 31 ans. C'est plus un âge où tu peux te prendre à rêver. Donc il n'y a pas le hype, il y a pas la hype de la jeunesse où tu dis c'est l'avenir des Bleus. Rabiot, malgré tout mon respect pour l'Olympique de Marseille, malgré tout mon respect pour la Juve, malgré tout mon respect pour le Milan, il n'a pas ce côté joueur d'énormes clubs. Et du coup, on a tendance à l'évaluer un peu comme un joueur bon, mais voilà, dont on peut se passer assez facilement. Mais en équipe de France, la vérité, c'est qu'il déçoit assez rarement. Et moi, ce qui me fait chier un petit peu dans la carrière internationale de ce cher Adrien Rabiot, c'est que Rabiot, il a quand même une énorme tâche sur le CV qui est le refus d'être réserviste pour la Coupe du Monde 2018. Énorme tâche sur le CV, hein, impardonnable, même si ça a été pardonné par Deschamps, mais je pense que vous m'avez compris. Il y avait également une entrée auparavant où il avait peur d'avoir froid ou je sais pas quoi, enfin une déclat qui était mal passée, mais c'est bête parce qu'en fait ça fait qu'Adrien Rabiot aura toujours ce truc où même moi je me dis c'est quand même bête, alors qu'il pourrait être un des leaders de cette équipe de France. Et par exemple quand il a eu la déclat après le France-Angleterre, où il disait que certains joueurs n'étaient pas au niveau dans l'attitude, etc. Il y a tout de suite des gens qui ont dit « Ouais, mais toi, t'as refusé d'être réserviste, mec. » Alors, c'est con, c'est un truc qui date de 10 ans, quoi. Donc, évidemment, au bout d'une décennie, il est temps de passer l'éponge. L'homme a changé, en plus du joueur. Mais en attendant, ouais, c'est dommage, ça entache un peu son bilan, parce que sinon, en équipe de France, moi, je trouve que Rabiot, c'est taille patron et qu'il a encore fait un mondial là-dessus. Jules Koundé.
Alors, Jules Koundé, je vais le mettre mitigé, mais mitigé plus négatif que Lucas Digne. C'est particulier, hein, parce que Koundé, en fait, Koundé, il n'est pas perdant parce que il a été challengé hein, quand même. Tu regardes, il fait 76 minutes par match. Il est souvent sorti en cours de rencontre. Il a souvent été remplacé. Je pense qu'il était aussi un peu juste physiquement. Il entame ce mondial en ayant pas la forme du siècle, je pense qu'on peut le dire. Il fait pas une grande saison avec le FC Barcelone. C'est le jour et la nuit par rapport à sa saison dernière. Et je l'ai trouvé un peu en dessous. Il y a eu des fantasmes sur Zahir Emery à droite, que j'avais moi-même, hein, je ne vais pas vous le cacher. Il y a eu des fantasmes sur Malo Gusto qui arrivait à prendre sa place. Il finit par rester à cette place. Je trouve pas que c'est un mondial absolument honteux. Mais est-ce que je dirais que c'est un point de satisfaction pour l'équipe de France? Non, clairement pas. Maignan. Alors Maignan, en termes d'évaluation du mondial, c'est quand même... merde, je vais ouvrir un nouvel onglet. C'est quand même délicat. Hein. Parce qu'en fait, il joue tout. Mais alors, le match où il est sollicité, c'est l'Espagne, qui n'est pas un match formidable. Sinon, il est pas beaucoup sollicité. C'est un peu le gardien où je vais le mettre en mitigé ouais, entre Koundé et Digne. C'est un petit peu le gardien où tu te dis, il n'y a pas eu de moment où il a vraiment pu se tester, se montrer au niveau, et la cruauté du poste de gardien, y compris dans un match, c'est que tu peux rater un match à cause d'une action. Bah, sur la Coupe du Monde, il y a un peu ça à l'échelle macro pour Maignan. Tu peux rater une Coupe du Monde à l'échelle d'un match. Au moment où on avait eu besoin de lui, je trouve qu'il n'a pas répondu présent. Il fait rien d'honteux, hein, mais ce qui ressort, où tu te dis, ah, Mike Maignan, absolument formidable atout pour l'équipe de France, je suis pas sûr. Désiré Doué, je suis partagé. Parce qu'on peut pas dire que Désiré Doué sorte gagnant d'une Coupe du Monde où il finit par perdre sa place de titulaire. Euh, on peut pas dire ça, hein, parce que pour moi, il partait titulaire durant cette Coupe du Monde. Donc dire qu'il sort gagnant, ce serait abusé. Mais dire qu'il sort perdant serait aussi abusé, parce que c'est quand même un joueur, vous voyez les minutes de jeu, hein, il joue une mi-temps face à Angleterre, il joue 33 minutes face à l'Espagne, il est titulaire face au Maroc. Ce serait dur. Moi, je vais le mettre en mitigé, mais dans les plus positifs des mitigés. En fait, j'ai même envie de dire, c'est ok, quoi. C'est ok. J'attendais un plus grand Désiré Doué, mais tout simplement parce que Désiré Doué, c'est un talent de fou. Il sort un but, une passe décisive, quelques actions intéressantes. Il fait pas un mondial honteux, mais Désiré Doué, pour moi, il a un tel talent qu'en fait, tu sais que quand il est à son max et qu'il est vraiment en très très grande forme, c'est un joueur qui peut te retourner des rencontres. Il n'a pas fait ça au cours de cette Coupe du Monde. Il n'a pas été à la hauteur de son talent, même s'il fait pas une mauvaise Coupe du Monde, donc ouais, mitigé plutôt positif. Michael Olysée. Alors là, c'est un dossier, un dos. Michael Olysée mis à la table des plus grands pour ensuite être considéré comme une immonde tâche. Je caricature à peine en disant ça. Hein. J'ai vu des avis passer. Michael Olysée, qui a été un joueur statistiquement très très visible, disons-le. D'ailleurs, hop, on va mettre juste ces matchs de la Coupe du Monde, ce sera plus utile. Alors, pas de but, hein. C'est un petit peu la malédiction du Michael Olysée, mais 2, 4, 6, 7 passes décisives au cours de la compétition, ce qui est quand même pas mal. Michael Olysée qui nous a souvent fait le coup d'avoir une mi-temps pourrie puis un réveil en deuxième mi-temps. Michael Olysée qui a été moins bon face au Paraguay, moins bon face au Maroc, moins bon face à l'Espagne. C'est quand même dommage parce qu'en fait il s'est un petit peu éteint lors des matchs qui comptent. Mais c'est quand même un joueur qui a été très très bon malgré tout. C'est quand même un joueur qui a prouvé son utilité dans l'effectif. C'est quand même un joueur qui pour moi en sort gagnant. Peut-être pas autant que les autres, hein, mais Michael Olysée, il n'est pas si vieux que ça en équipe de France. Faut pas l'oublier. C'est pas un joueur qui a beaucoup de sélections. Il n'y a pas énormément de cap. Et aujourd'hui, quand vous vous projetez sur l'équipe de France de demain, je pense que vous mettez forcément Olysée dans le 11. Vous le mettez soit en 10, soit à droite. On peut discuter sur son influence, ses responsabilités qu'on lui donne, mais en tout cas, on le met dans le 11. Et rien que pour ça, moi je considère que
Bah oui, Michael Olise, il sort gagnant de ce mondial parce qu'il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Il fait peut-être pas la Coupe du Monde qu'on escomptait au départ, vu comment ça a débuté sur des chapeaux de roue, mais j'ai quand même envie de dire bravo, monsieur. Saliba, alors comment je classe Saliba, moi? Je vais le mettre en. Je vais le mettre en mitigé, mais le plus positif du mitigé, parce que finalement, Saliba, son problème, c'est pas de sa faute. En fait, je mets en. Et malgré tout, j'ai presque envie de dire, et j'ai même abusé, je vais me mettre en sort gagnant. Je vais mettre Saliba en sort gagnant, parce qu'il fait pas la Coupe du Monde qu'on aurait espéré, mais c'est pour des soucis indépendants de sa volonté. C'est que Saliba, vous le savez, il a ses soucis de dos, on s'inquiète même pour la suite de sa saison, il dispute malgré tout des minutes. Il y a quelques minutes qu'on pourrait remettre en question d'ailleurs, hein. Peut-être que Deschamps aurait pu le préserver un petit peu. J'ai pas mal d'entre vous qui m'ont dit ça sur Twitter quand je disais que je m'inquiétais un peu de son avenir, et effectivement c'est un vrai sujet, peut-être qu'on aurait pu l'économiser un petit peu plus. Face à l'Espagne, il joue très peu, il joue 30 minutes, vous le voyez pas mais tac, il joue 30 minutes et après il sort. Donc évidemment, c'est frustrant pour Saliba, mais en fait, j'ai quand même envie de dire qu'il en sort gagnant. Parce que s'il fait pas une grande Coupe du Monde, bah déjà, même à moitié crevé, le mec est notre deuxième meilleur central. J'exagère en disant à moitié crevé, mais je pense que vous avez l'idée. Et surtout, bah moi j'en ressors en me disant vivement que Saliba soit à 100% et remis de son dos, parce qu'on a besoin de lui. Donc c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo que c'était des critères relatifs et que c'était pas juste est-ce qu'il fait une moins bonne ou une meilleure Coupe du Monde que certains, c'est est-ce qu'il en sort gagnant ou perdant. Pour moi, il en sort gagnant parce que je sors de ce mondial en me disant qu'il est plus indispensable que jamais. Lacroix. Alors Lacroix, c'est un cas qui est assez particulier. Lui aussi, alors pour des raisons totalement différentes. Il nous sort 2 matchs, enfin 3 matchs de titularisation. Je vais le mettre en. J'hésite entre mitigé, mais le positif du mitigé ou sort gagnant. Honnêtement, aucune importance pour moi. Je vais finir par me créer ma petite colonne, hein. Allez, hop. Tac. Tac. Je vais mettre la colonne OK. Improvisation totale. Dans cette colonne OK, je vais mettre Doué. Dans cette colonne OK, je vais mettre trou de mémoire. Alors que j'ai dit Lacroix, voilà, alors que j'ai dit son nom il y a 2 secondes. Je vais le mettre en OK, qui est une catégorie un peu bâtarde, j'en conviens, mais qui correspond plutôt bien à ce que je me dis pour ses performances. C'est pas un joueur qui m'a laissé un souvenir impérissable, c'est pas un joueur où je me dis cette Coupe du Monde elle va changer grand chose pour lui. Le mitigé a quand même une connotation un petit peu péjorative, donc finalement ça m'embête de vous mettre Lacroix et Désiré Doué dans la même catégorie que Lucadine, Maignan et Jules Koundé, donc on va mettre ce petit OK. Malo Gusto, alors je le mets en sort perdant, je m'explique. Beaucoup de personnes ont appelé à la titularisation de Malo Gusto à la place de Jules Koundé. J'en ai parlé. Je vous ai dit que Jules Koundé, il n'a jamais perdu sa place malgré tout. Et Malo Gusto, si je prends juste ses matchs de la Coupe du Monde, face à l'Irak, il rentre 10 minutes. Face à la Norvège, il rentre 9 minutes. Face à la Suède, il rentre 15 minutes. Face au Maroc, il rentre 10 minutes. Il a un gros match qu'il rate complètement face à l'Angleterre, mais c'est un match particulier bien évidemment. Il a eu la possibilité de faire une Lucadine. J'en suis persuadé. Alors peut-être plus dur à sauter que Théo Hernandez, parce que Théo Hernandez a vraiment eu un niveau qui le rendait facilement passable et il n'a pas un statut qui à mon avis est à la hauteur de celui de Jules Koundé dans l'équipe de France. Mais je suis persuadé que si Malo Gusto avait fait des excellentes entrées, il aurait pu peut-être un petit peu concurrencer Jules Koundé. Et malgré tout, je trouve que Malo Gusto... T'avais des gens qui appelaient la titularisation de Malo Gusto, mais c'était plus par réaction de critique envers Jules Koundé que par réel soutien de Malo Gusto. Moi, je trouve qu'il avait une occasion au cours de cette Coupe du Monde qu'il l'a pas saisie et qu'il n'a pas été grandiose là-dessus. Konaté, il en sort très perdant. Je ne sais pas quelle vision vous avez de Konaté, mais un joueur qui a une saison un peu compliquée à Liverpool,
que j'attends quand même très positivement, moi, du côté du Real Madrid. Peut-être que je suis trop optimiste, peut-être que je me mordrai les doigts. Mais au cours de la Coupe du Monde, alors à noter que là, c'est la Coupe du Monde 2022 ici, hein, mais ça permet de rappeler qu'il était titulaire dans les phases finales de la Coupe du Monde 2022. Euh, il a une petite entrée en jeu face à la Norvège, il a une mi-temps face à l'Angleterre où il est mauvais, et sinon il est même pas envisagé. Et qui a eu du temps de jeu, on l'a vu, c'est Lacroix, c'est pas Konaté. Et en fait, Konaté, il a eu un recul dans la hiérarchie qui est absolument impressionnant. C'est un joueur qui, comme je l'ai dit en introduction, quand je parlais d'Upamecano, était un peu dans la sainte trinité qu'on avait à une époque. Upamecano, Saliba, Konaté, où il pouvait lutter pour une place de titulaire, où c'était un joueur perçu comme important. Aujourd'hui, la réalité, c'est que, oui, je le remontre, Konaté, c'est 59 minutes sur la Coupe du Monde, alors que Saliba a le dos pété. Comment vous voulez que ce soit envisagé comme autre chose qu'un perdant ? J'espère qu'il va se relancer du côté du Real Madrid, mais en tout cas, cette Coupe du Monde en bleu, il est très perdant. Théo Hernandez, il en sort perdant. Peut-être un peu moins que Konaté, mais il en sort immensément perdant. Et pour une fois, j'ai pas confondu, c'est bien Théo, vous avez vu. Théo Hernandez, il en sort perdant selon moi, parce que je n'arrive plus à le retrouver, parce qu'il débute titulaire, faut pas l'oublier ça, hein. Il débute face au Sénégal en jouant 90 minutes. Il a à nouveau 90 minutes face à la Norvège. Et puis ensuite, il fait des petites entrées, mais merci, au revoir. Et pour cause, hein, il est pas bon en équipe de France. On peut me dire, ouais, il joue à bloc, il marque et tout, du côté de la Saudi Pro League. Oui, 44 matchs, 9 buts, 4 passes décisives. Ok, vu Saudi Pro League, quoi. Il se trouve que quand il y a eu de l'adversité, quand c'était l'équipe de France, Théo Hernandez... waouh, moi je suis Lucadine, je lui dis merci, hein. Parce que franchement, il lui sert la place sur un plateau. Et le pire, c'est qu'il a 28 ans, le Boug. Il est pas cramé, Théo Hernandez, en théorie, hein. Il est censé avoir encore bien des années au plus haut niveau, hein. 28 ans. Il a quoi, un an de plus que Kukureya? Et t'as l'impression qu'il est cramé. Enfin, non, c'est terrible. Pour moi, il sort de l'équation. Et franchement, on parlait de la concurrence et tout au poste. Moi, je serais même pas surpris qu'on le revoie pas dans les listes. Et que ce soit d'autres joueurs qui soient essayés à sa place. Et puis Warren Zaïre-Emery, clairement figurant, hein, parce que le bon vieux Warren, finalement, il a du temps de jeu face à l'Angleterre, mais un peu à la manière de ce que j'ai dit pour je ne sais plus quel joueur, j'ai du mal à évaluer cette rencontre pour tirer des conclusions définitives du mondial, bien évidemment. Il joue 19 minutes face au Maroc, qui sont pas des mauvaises minutes, mais pas grand-chose à signaler. C'est un joueur qui en fait a jamais eu sa place dans cette Coupe du Monde, n'a pas eu l'occasion de briller. Peut-être qu'il aurait fait de bonnes choses, peut-être qu'il aurait mérité mieux, peut-être contraire, finalement c'est un joueur qui est dans le système équipe de France en dessous Koné et Rabiot. Peut-être que Zidane changera les choses et que Zaïre Emery aura une place exceptionnelle, et moi j'aimerais bien, parce que je vous ai dit tout le bien que je pense de sa saison du PSG, où je le trouve exceptionnel. Je pense que ça peut être une option à droite, ça peut être une option au milieu de terrain, mais qu'il n'a pas été essayé parce que Deschamps ne l'a pas essayé assez tôt et qu'il ne voulait pas tout bousculer en cours de Coupe du Monde, mais en tout cas, figurant, alors que il aurait pu être mieux, c'est dommage. Et puis Dédé. Dédé, je le mets en mitigé. Je le mets en mitigé, hein, je suis désolé. Pour sa dernière, Didier Deschamps, je le mets en mitigé parce que finalement, désolé Deschamps, hein, mais la victoire contre le Sénégal, contre l'Irak, contre la Norvège, contre la Suède, contre le Paraguay, était l'équipe de France, hein. Il y a un moment, t'as un Kylian Mbappé qui marche sur l'eau, c'est pas grâce au génie tactique de Didier Deschamps, hein. Je lui reconnais des choses, hein, Michael Olise avec cette liberté, ok, le fait d'insister avec Dembélé, ok, le fait de mettre les choix Barcola, Désiré Doué, je trouve qu'il a souvent fait les bons choix concernant ces deux joueurs, ok. Donc ça, j'aurais tendance à le mettre dans le bon. Et vous voyez, s'il y avait eu que ça, Deschamps, moi, je l'aurais même mis en sort gagnant, tu vois. Il faut se souvenir, hein, avant le match contre l'Espagne, t'as vraiment le côté Deschamps, il va nous manquer, il joue enfin bien, c'est cool parce que ça va faire oublier les années qui étaient un peu plus compliquées en termes de jeu, il va sortir par la grande porte. Et en fait, je trouve que je vous ai dit que j'avais du mal à juger un entraîneur que sur un match, un joueur que sur un match. Mais l'Espagne, en fait, c'est pas qu'un match, hein. C'est que la branlée qu'on s'est pris face à l'Espagne durant cette Coupe du Monde.
On s'est pris la même durant l'Euro, on s'est pris la même à plein d'occasions en fait. Et j'ai l'impression qu'on se retape la tête tout le temps de la même manière contre les Espagnols. Et qu'en fait, on voit la différence abyssale entre le projet footballistique de La Fuente et Didier Deschamps, et qu'à aucun moment Didier Deschamps a été en mesure de faire réagir son équipe. Et je me dis que cette équipe, finalement, je vais être provoque. Hein. Tu mets Rudy Garcia sur le banc. Est-ce qu'elle est moins bonne? Je vais dire d'autres noms, parce que ça se trouve, vous avez un truc pour ou contre Rudy Garcia. Tu mets Pierre Sage sur le banc. Est-ce qu'elle est moins bonne? Tu mets Zidane sur le banc. Est-ce qu'elle est moins bonne? Il y a des trucs qui ont été réussis par Deschamps, loin de moi l'idée d'entièrement le critiquer, mais le match face à l'Espagne, pour moi, c'est vraiment le plafond de verre de Deschamps. Et puis le match face à Angleterre, de la rotation, mais pas trop, des joueurs qui étaient pas dans le bon état d'esprit. Alors, évidemment, j'ai chargé les joueurs. Il y a des joueurs qui font un match honteux durant cette rencontre. Mais j'aurais espéré que Deschamps puisse analyser ça en amont. Il est avec le groupe, il vit avec eux. Moi, je sais pas dans quel état d'esprit est Cherki, Olysée, Mbappé ou Doué avant de commencer la rencontre. Pour reprendre nos offensives, Deschamps, il le sait. Et il y a eu des déclarations que j'ai pas trop aimées sur Deschamps. Quand tu sors, est-ce que je sais plus si c'était face à Espagne, si je crois qu'ils méritent leur défaite. Je vais pas déformer les propos de Deschamps. Il dit avant toute chose qu'ils méritent leur défaite. Il se cache pas derrière son petit doigt. Mais derrière, il ajoute quand même, je pose juste une question, est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une telle rencontre de Coupe du Monde? J'ai envie de te dire, mec, si tu poses la question, bah déjà, rien que mettre le sujet sur la table, tu dis je donne pas la réponse, je pose la question, mais tu donnes la réponse. Hein. Au bout d'un moment, j'en sais rien. Si vous voyez un mec sur le plateau de CNews dire je pose juste la question, est-ce qu'il y a un problème avec l'immigration en France? Tu sais très bien pourquoi le mec il pose cette question. On va pas faire semblant. On va pas se faire plus bête qu'on est réellement. Évidemment, quand Deschamps il pose cette question, on comprend très bien l'idée qu'il a en tête, c'est de critiquer l'arbitre. Et je trouve pas ça classe en fait. Et il se cache pas derrière ça. Il dit bien que l'Espagne était plus forte. Mais du coup, ça sert à quoi de dire ça? C'est une petite phrase de rageux. C'est une petite phrase de rageux, et c'est pareil après la Coupe du Monde qui te balance, ouais, l'atmosphère a été devenue irrespirable, donc j'ai essayé de partir. Ouais, enfin mec, au bout d'un moment, ça fait 14 ans que tu es en équipe de France, t'as décidé de partir, c'est pas qu'à toi de prendre la décision, c'est bizarre de tourner cette phrase comme ça, et puis l'atmosphère elle a été irrespirable, mais va entraîner au PSG, va entraîner au Real Madrid, va entraîner au Barça, va entraîner à Chelsea, à Manchester United, à Liverpool, j'en sais rien. Tu vas voir ce qu'est une atmosphère irrespirable. Didier Deschamps, atmosphère irrespirable, c'était de se faire critiquer une fois tous les 3 mois en conférence de presse. Et encore, à chaque fois que quelqu'un osait critiquer Didier Deschamps, il disait, malgré tout ce qu'on doit à Didier Deschamps en équipe de France et tout, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Et je trouve que Didier Deschamps sort une compétition où c'est pas honteux, mais c'est mitigé. Voilà. On dira merci Dédé pour tout ce qu'il a fait en équipe de France, bien évidemment. On dira que c'est un mec qui nous a apporté une Coupe du Monde et ça c'est pas rien. C'est un mec qui nous a apporté la finale de 2022, c'est un mec qui nous a apporté la demi-finale de 2026, c'est un mec qui nous a apporté la finale de 2016, qui a pris la suite de Laurent Blanc, j'allais dire Touilletman, j'avais plus son nom, et qui a contribué à reconstruire l'équipe de France, à la faire à nouveau aimer. Ça c'est fort, et on doit dire merci Didier Deschamps pour ça. Mais il était peut-être temps de passer à autre chose, et effectivement, ce dernier mondial le prouve. Donc voilà, une équipe de France où finalement, si je vire cette colonne figurant, on a 3 joueurs majeurs pour moi, Upamecano, Mbappé et Rabiot, où vraiment je dis bravo messieurs. On a quand même 5 joueurs dans les gagnants, c'est pas si mal. 5 joueurs dans les perdants également. Et le hockey comme mitigé, vous voyez, bon. Ce qui fait que cette équipe de France, moi je me dis évidemment, c'est pas l'issue qu'on espérait pour ce mondial 2026, mais il y a quand même des trucs intéressants qui ont été vus. Donc voilà, dites-moi en commentaire les joueurs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Alors, je le précise dans l'ordre, des fois je chipote, mais vous me demandez ça dans 2 heures, je vous mets pas exactement le même ordre. S'il y a des joueurs qui sont mitigés, vous les aurez mis en hockey ou inversement. C'est pas le scandale du siècle, ou sorte gagnant que vous auriez mis en hockey ou mitigé, c'est pas le scandale du siècle.
Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'ai un joueur où je mets sort perdant et vous l'auriez mis en gagnant? Est-ce qu'il y a un joueur que j'ai mis en gagnant et vous l'auriez mis en mitigé? Des écarts comme ça, ou en perdant carrément. Est-ce que dans les joueurs excellents, vous auriez mis quelqu'un que j'ai pas mis? Est-ce que le GOAT pour vous, c'est Upamecano, ou est-ce que vous auriez plutôt mis Mbappé ou Rabiot? Voilà, par exemple. Est-ce qu'il y a des gros désaccords? Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Et puis, ben voilà, on aura fait notre petit bilan des Bleus. Salut!